Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Avec le recul, je me rends compte que j'ai été élevée dans un monde très étrange. Au centre de ce monde se trouvait ma mère, célibataire, héroïnomane et, du moins à mes yeux, la meilleure mère du monde. Chaque jour, il y avait un moment où elle me disait « J'arrive dans une seconde » avant de disparaître dans sa chambre avec quelques-unes de ses amies et de fermer la porte à clé. À 7 ans, je restais longtemps devant cette porte fermée à clé, essayant d'imaginer ce qui se passait de l'autre côté. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'elle faisait là-dedans. Pendant longtemps, j'ai pensé que les adultes faisaient une sorte de sieste. Ils sortaient de cette pièce si calme, si détendu et si joyeux. J'avais l'impression de rater quelque chose, car même après des nuits complètes de sommeil, j'étais toujours fatiguée. Je voulais devenir exploratrice plus tard, et je savais que cela me demanderait beaucoup d'énergie. Ma mère avait énormément d'amour à donner, et c'est moi qui en recevais le plus. Nous jouions ensemble tous les jours pendant des heures, et nous rêvions d'aventures ensemble. J'étais Link, elle était Zelda, et notre mission était de vaincre le méchant démon qui vivait à quelques pas de notre maison dans l'ouest de l'Autriche. Tout d'abord, nous devions nous procurer une carte, afin de pouvoir localiser le démon et le détruire. Si ma mère était trop fatiguée pour notre mission, elle devait boire une potion à base de gousses de pavot pour reprendre des forces. Ma mère recevait généralement ses amis chez elle, comme Werner, qui m'a dit qu'il tirait son énergie de la nature et des arbres. Werner me racontait toujours les heures de gloire du club de football autrichien, tandis que le petit ami de ma mère, Adam, m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 6 ans. Il avait appris à jouer pendant son séjour en prison. Le seul mensonge que ma mère m'ait jamais raconté est sans doute que mon père était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'Adam et elle sont devenus abstinents, qu'ils m'ont expliqué que mon père biologique était mort d'une overdose d'héroïne. Après avoir passé quelques mois en prison pour possession de drogue, il avait pris sa dose habituelle, mais sa tolérance avait baissé pendant qu'il était en prison, et la dose s'était avérée trop forte. Dans sa douleur, ma mère enceinte a envisagé de se suicider, mais un livre qu'elle a lu l'a convaincue qu'elle se réincarnerait sous la forme de vie la plus inférieure si elle le faisait. À l'école, j'étais un peu une enfant turbulente, grossière et mal élevée, mais c'était la norme là où j'ai grandi. Nous vivions dans un grand appartement vert au rez-de-chaussée d'un immeuble. Nous ne faisions confiance à personne qui se donnait la peine de frapper à la porte principale, car seule la police et le facteur le faisaient. Pour moi, c'était la même chose. Tous les autres passaient par le balcon et entraient directement dans notre salon. Un visiteur fréquent était le dealer de ma mère, que nous appelions le grec. Une fois, alors que maman était dans sa chambre, le grec m'a forcé à boire un verre avec lui. Je n'avais que 7 ans à l'époque. Lorsque ma mère l'a découvert, elle l'a chassé de la maison. Mais, comme elle me l'a expliqué plus tard, tout le monde a droit à une seconde chance, et elle a fini par le laisser revenir. Au cours de l'été 1999, alors que j'avais 8 ans, ma mère avait vraiment des difficultés avec sa consommation de drogue. Adam semblait proche de la mort après 23 ans de dépendance. Et je commençais lentement à comprendre ce qui se passait autour de moi. Ma mère s'était convaincue qu'elle pouvait se droguer jusqu'à ce que je sois en âge de comprendre ce qu'elle faisait. Mais la vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Un jour de cette même année, son vieil ami Mike est venu me rendre visite. Il avait été en prison avec Adam pour contrebande. C'était comme s'il était une personne complètement différente. Il n'était ni fatigué, ni étourdi, ni nerveux. Il rayonnait d'une joie et d'une paix qui ont immédiatement fait pleurer ma mère. Mike l'a réconforté et lui a parlé de sa guérison et de sa libération. Sa seule présence éclairait notre sombre appartement. C'était comme si quelqu'un éclairait une grotte noire avec une torche. Adam l'a mis à la porte de l'appartement avant de casser quelques meubles et de crier qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Mike. Mais Mike est revenu pour expliquer à nouveau comment il s'était libéré de la dépendance. Quelque temps après,
Ma mère et Adam en sont venus à considérer la nouvelle vie de Mike comme une bonne chose, et cette prise de conscience les a aidés tous les deux. Des dizaines de tentatives de désintoxication avaient échoué. Les médecins, les psychologues et les travailleurs sociaux ayant insisté sur le fait que la volonté d'arrêter la drogue devait venir de l'intérieur, une force qu'aucun d'entre eux ne pensait avoir. Mais leur ami Mike avait réussi à s'en sortir grâce à sa force intérieure, ce qui a donné à Adam et à ma mère l'espoir d'en faire autant. Mon beau-père est devenu abstinent après plus de 20 ans de toxicomanie, tandis que ma mère a vaincu une profonde dépression qui l'avait conduite au bord du suicide à plusieurs reprises. Ils avaient ressenti le vide, la tristesse et le désespoir, mais ils étaient désormais remplis d'amour et de sécurité. Malheureusement, tout le monde autour d'eux n'a pas eu la même chance. Beaucoup de leurs amis sont morts à cause de leur dépendance. Ma mère est décédée d'un cancer à l'âge de 39 ans. Tout au long de sa vie, elle a vaincu des monstres et des démons, tout en témoignant à ses proches une incroyable dose d'amour. Au milieu du marécage de la drogue dans lequel j'ai grandi, j'ai eu une enfance magnifique, et je ne peux que la remercier pour cela. Je m'appelle Ginny. Vous pouvez m'appeler la mauvaise fille si vous voulez. C'est comme ça que les enfants du quartier m'appelaient. J'ai une longue histoire à vous raconter. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ma mère est morte de maladie et mon père a été estropié dans un accident de voiture. Il ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Voir mes frères et sœurs souffrir de la faim et de la pauvreté était un spectacle constant à la maison. Mon père était déprimé. Nos voisins nous aidaient beaucoup, mais j'étais constamment inquiète de ce qui se passerait s'ils arrêtaient un jour. J'ai donc décidé de trouver un emploi. Je savais que ça ne serait pas facile, car je n'avais que 15 ans. Qui voudra embaucher une jeune de 15 ans? Malgré mon appréhension et mon manque de confiance, j'ai décidé de trouver un emploi. Je me suis rendue dans de nombreux endroits, des boutiques de vêtements, des magasins de fleurs, des épiceries. La réponse était toujours la même. Nous n'embauchons pas pour le moment. Un jour, me sentant déprimée, je me promenais sans but précis, quand, soudain, je me suis retrouvée près d'un hôpital. Sur une impulsion, j'y suis entrée. J'ai vu une infirmière, mais elle semblait trop morose pour parler. Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé une autre infirmière qui semblait un peu plus gentille. Elle m'a remarqué et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que je cherchais un emploi. N'importe quel emploi. Je serais même prête à passer la serpillière et à nettoyer. Elle a compati et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, elle est allée dans le bureau du directeur. J'étais inquiète. Étais-je dans le pétrin? 1 minute plus tard, elle m'a appelée pour rencontrer le directeur. Il avait l'air très gentil et il m'a demandé tranquillement mon nom. Je lui ai dit que c'était Ginny. Il m'a dit que Martha, la gentille infirmière qui m'aidait, lui avait dit que je cherchais n'importe quel emploi disponible. Il a dit qu'il avait un travail pour moi, mais qu'il craignait que cela ne pose problème. J'ai ressenti une pointe de peur et j'ai demandé quel était le problème. Il m'a répondu que je devais travailler de nuit. C'est tout? Je me suis sentie tellement soulagée, j'ai immédiatement accepté. Il a dit qu'il aimait mon enthousiasme et que je pouvais commencer demain. J'étais si heureuse. Je suis rentrée rapidement à la maison. J'ai embrassé mes frères et sœurs et j'ai embrassé la main de mon père. Je leur ai parlé de mon nouvel emploi. Mon père m'a regardée avec tristesse et m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir à porter cette responsabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je pouvais y faire face. Quand je partais travailler à l'hôpital tous les soirs, il y avait une bande de jeunes qui traînaient toujours dans le quartier. J'espérais qu'ils ne me dérangeraient pas, mais mes espoirs étaient vains. Ils se moquaient de moi chaque fois que je passais près d'eux. Mais je n'en ai jamais parlé à ma famille. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage, mais grâce à mon assiduité et à mon intelligence, j'ai pu en apprendre un peu plus sur les soins infirmiers, ce qui m'a permis d'être promue. D'abord comme aide-soignante, puis comme infirmière. Mes collègues m'ont beaucoup soutenue. Tout était presque parfait, à l'exception de la bande du quartier qui m'embêtait sans cesse et m'appelait Ginny la mauvaise fille. Je souhaitais qu'ils s'en aillent et qu'ils me laissent tranquille. Puis, un jour, un miracle s'est produit. Alors que je travaillais à l'hôpital, les brutes du quartier sont arrivés avec leur chef. Il était gravement blessé. Son corps entier était couvert de sang et criait pour que quelqu'un vienne l'aider. Quand ils m'ont vu, ils m'ont supplié de le sauver. J'ai travaillé rapidement avec les autres membres du personnel. Son état était grave. Il avait été victime d'un terrible accident de moto. Le personnel et moi avons travaillé fébrilement pour stabiliser son état et le soigner. Après l'avoir stabilisé, j'étais épuisée. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi. C'était le gang du quartier. Ils se sont excusés de s'être moqués de moi et m'ont demandé de les pardonner. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que je travaillais dans un hôpital.
J'ai souri et leur ai dit que tout allait bien et que je les considérais comme mes frères et sœurs. Une autre infirmière est allée les voir et leur a dit que leur amie allait bien maintenant. J'étais tellement heureuse que mon problème soit résolu. Ils m'ont appelé pour parler à leur chef. Il avait les larmes aux yeux et m'a dit qu'il était tellement désolé et m'a demandé de lui pardonner. Il était si sincère que j'étais émue. Je lui ai demandé gentiment de se taire et de se reposer. Alors que je m'éloignais, il m'interpella et me remercia à nouveau. Après cet incident, le directeur m'a convoqué et m'a félicité d'avoir sauvé la vie du patient ce jour-là. J'étais encore loin de réaliser mes rêves, mais j'avais une bonne longueur d'avance. La bande du quartier a commencé à m'appeler l'ange de la miséricorde.